Bonsoir à toutes, bienvenue à l'Easy Live sur l'acupuncture et l'endométriose. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Gaëlle Zelbin. Bonsoir. Bonsoir. Qui est sage-femme et acupunctrice. Depuis combien de temps déjà? Sage-femme depuis 10 ans et acupunctrice depuis 3 ans. D'accord. Donc, nous allons d'abord poser des questions qu'on a préparées en amont et bien sûr, on vous invite après à poser vos questions en direct comme d'habitude. Enfin, j'explique pour les nouvelles. Donc, on va d'abord commencer par des questions à Anne-Gaëlle sur comment tu as découvert, toi, l'acupuncture. Comment ça a été? Alors, du coup, par ma pratique personnelle, on va dire, par mes petits soucis du quotidien qui n'est pas forcément dramatique, j'étais d'abord allée vers l'ostéopathie, puis de fil en aiguille vers l'acupuncture. J'avais notamment la mère d'une amie qui est toujours acupunctrice et que j'avais commencé à consulter suite à un événement assez stressant. D'accord, donc c'était pour toi? C'était pour moi. D'abord, et tu as trouvé que ça te soulageait? Je trouvais que c'était efficace, ça m'a fascinée. Je ne comprenais pas, donc j'avais envie de comprendre. Et en même temps, j'étais déjà en formation de sage-femme. Et c'est quand même une pratique très appréciée des sages-femmes depuis des années. En obstétrique? En obstétrique, on peut faire pas mal de choses. Et du coup, j'en entendais parler à droite à gauche. Je croisais quelques sages-femmes qui étaient formées. Et donc, au fur et à mesure, j'avais de plus en plus envie de le faire. Donc, quand j'ai eu l'occasion, je suis allée former. D'accord, parce que dans les stages, par exemple en maternité, tu avais assisté parfois à des consultations d'acupuncture? Alors, consultations, je n'avais pas vu, mais j'avais vu des sages-femmes formées qui utilisaient quelques points d'acupuncture dans les salles d'accouchement. D'accord. Donc, il y avait quelque chose qui bloquait. C'était plus dans cette configuration-là que je l'avais vue. D'accord. Et peut-être ensuite de couche, sur des problèmes d'allaitement, ce genre de choses, mais c'était un peu moins souvent. D'accord. Voilà. Et comment on se forme pour devenir... quelles sont les formations pour devenir acupuncteur? Le chemin classique, c'est d'être sage-femme ou médecin, parce qu'on va apprendre une nouvelle pratique de la médecine, donc ça demande une profession médicale, et d'aller se rajouter quelques années d'études en fac de médecine. Il y a quelques facultés de médecine qui proposent ce diplôme universitaire. C'est un diplôme universitaire. Exactement. Et de combien d'années? Il dure 2 ans pour les sages-femmes, plus le mémoire, et 3 ans pour les médecins. D'accord. Plus. D'accord. Donc une année générale pour comprendre l'acupuncture, une année gynéco-obstétrique pour sage-femme et médecin, et une année de plus générale pour les médecins. Oui, parce qu'il y a un DU d'acupuncture et obstétrique, c'est particulier. C'est ça en fait. En fait, c'est le tronc commun pour les sages-femmes et pour les médecins. Les sages-femmes s'arrêtent là, et les médecins ajoutent une année avec plein d'autres choses autour. D'accord. Parfait. Et est-ce que, alors, donc ça vient de la médecine chinoise? Oui. Et une partie de la médecine chinoise. Comment ça marche? Déjà, la médecine chinoise, c'est pas que l'acupuncture, effectivement. Je vais avoir peur d'oublier un des paramètres, mais c'est l'acupuncture, c'est la diététique chinoise, donc l'alimentation, la pharmacopée, donc la prescription de plantes sous forme de poudre en général, les arts martiaux. Et si je ne me trompe pas, le Qigong. Je crois que c'était séparé. J'ai peur de dire une bêtise et d'oublier une branche. Désolé, les arts martiaux font partie aussi de la santé. Exactement. Et pour eux, la pratique physique est une part essentielle de la médecine. D'accord. Donc c'est important de le voir comme ça aussi. Oui. Donc, c'est une prise en charge vraiment globale de l'individu. Et ça marche comment, l'acupuncture? Alors, du coup, c'est un travail sur l'énergie, quelque chose qu'on ne prend pas vraiment en compte dans notre médecine occidentale. C'est une notion qu'on n'a pas du tout. Exactement, mais qu'on a réussi à prouver comme étant existante par les études médicales normées occidentales. Les études scientifiques qui ont pu montrer des courants électriques et des variations de courant au niveau des points sur les méridiens. C'est intéressant. Plus on cherche, plus on fait des études, plus on arrive à le prouver. Il n'y en a pas tant que ça des études, mais il y en a. D'accord. Et du coup, donc on est chacun un équilibre d'énergie qui réagit avec les événements extérieurs. Donc on prend toujours en compte l'environnement. Et le but de l'acupuncture et de la médecine chinoise, c'est d'aller remettre à un état d'équilibre le plus harmonieux l'être humain.
et comprendre quels sont les déséquilibres, quels organes ils touchent, et aller agir sur ces organes par les méridiens reliés à ces organes, et par les points qui sont sur les méridiens, qui vont avoir chacun des actions spécifiques. Et la particularité de la médecine chinoise, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre le physique et le psychique. Donc il n'y a pas de psychosomatique. C'est tout un ensemble, tout est de l'énergie qui va être bloquée en trop-plein, en vide, et qu'on va devoir équilibrer. Et alors, du coup, les méridiens, pour celles qui ne savent pas, c'est vraiment, quand on dessine un corps humain, c'est tous les traits comme ça qui traversent, qui parcourent le corps. Ouais. Donc, ça passe par des organes, ça représente des organes. C'est relié à des organes. Et en fait, il y a un trajet superficiel sur la peau, entre guillemets, et plus ou moins profond, avec des descriptions très précises anatomiques. Et il y a des trajets profonds qui traversent plusieurs organes, notamment l'utérus. D'accord. Et donc, on pique vraiment sur ces points très précis, exactement, les aiguilles. Oui. Et on va avoir une action avec l'aiguille de soit, si on schématise, de mettre de l'énergie ou de débloquer de l'énergie. C'est un peu schématique. Mais en fait, il faut que ça recircule de façon harmonieuse, parce que si c'est bloqué, ça rend malade. Donc, exactement. Ça déséquilibre un peu tout l'être humain. D'accord. Et ton appréhension, enfin ton diagnostic, je sais pas comment dire, ton examen clinique, il se base sur le pouls, c'est ça? Alors il y a le pouls, mais il y a plein d'autres choses autour. Il y a tout un panel de questions. Après, chaque praticien va avoir sa façon de faire, mais plein de questions pour essayer de comprendre les symptômes et les relier entre eux et comprendre la cause de ces symptômes. Et il n'y a pas que ça, certains se fient même à la démarche du patient, à son teint, à sa corpulence, sa typologie. Ça peut être assez vaste, donc tout le monde ne va pas tout utiliser, mais c'est tout un ensemble de choses. Et j'ai perdu un petit peu le fil, mais derrière, on va prendre les pouls et on va aussi regarder souvent la langue, qui va donner aussi des indications sur les déséquilibres. Alors avec le Covid, moi je regarde plus trop la langue, mais tu peux t'en passer. Je m'en passe, mais ça me manque un petit peu. Et le pouls, on apprend beaucoup de choses. Oui, on peut vraiment sur l'énergie. On peut facilement voir, avec un peu de pratique, voir les déséquilibres d'énergie et des fois dépister des choses qu'on ne voyait pas avec les réponses des patients. Parce que parfois, on oublie de dire des choses, ou on élude certaines choses, et puis on voit le niveau d'énergie. Quelqu'un peut dire je suis fatiguée, je suis un peu fatiguée, et puis en fait l'énergie est vraiment très très basse, et je vais voir qu'il faut d'abord remonter un peu l'énergie avant de l'équilibrer. C'est vraiment une approche complètement différente. C'est passionnant, mais c'est ce qui me fascine. Oui, c'est impressionnant. Et donc la médecine, du coup, non, plutôt à l'acupuncture, comment l'endométriose est perçue en acupuncture, c'est-à-dire que si on doit parler en termes de méridiens, qu'est-ce que ça touche comme organe, ou je ne sais pas, est-ce que on retrouve une interprétation de on retrouve des interprétations qui sont très proches des explications de médecine occidentale. D'accord. C'est très cohérent. Okay. Et donc on parle de l'utérus. Ce qui est spécifique en médecine chinoise pour l'utérus chez les femmes, c'est que c'est un organe qui n'existe pas chez l'homme et qu'on appelle entraille extraordinaire ou entraille curieuse. C'est assez chouette. Et du coup, il est relié à beaucoup d'organes. Donc beaucoup d'organes vont avoir un impact sur lui, notamment le foie, le cœur, le rein. Et du coup, les déséquilibres de ces organes vont avoir des impacts sur l'utérus. La rate aussi. Et donc, dans l'endométriose, la plupart de ces organes-là vont être mis en cause. Et souvent, c'est surtout le foie. Parce que le foie, il va mettre en circulation le sang et il va répartir les volumes de sang. Et dans l'endométriose, ce qui se passe généralement, c'est que le sang stagne. Donc on parle de stase de sang, et cette stagnation de sang fait que le sang s'épaissit, on peut avoir des règles plus foncées, du sang pourpre, des caillots, et si le sang est épais, l'utérus va avoir du mal à évacuer ce sang, et il va donc contracter plus fort et provoquer des douleurs. Et de toute façon, on va dire que tout blocage d'énergie va créer une douleur de toute façon.
Donc, on va chercher à comprendre pourquoi le foie ne fait pas bien son travail et travailler sur le foie et sur d'autres causes, si le rein, le cœur ou d'autres choses sont en cause, et lever cette stagnation de sang. Qui va, si elle continue, dès qu'elle est là, créer des dysménorrhées, donc des douleurs de règles, et si elle continue, va faire un flux à contresens qui va aller créer des nodules d'endométriose, et c'est ce qu'on explique en médecine occidentale, si je ne me trompe pas. Oui, mais donc on peut venir parce qu'on a un problème d'hémorragie, de règles hémorragiques. Bien sûr. Et l'acupuncture peut aider à freiner le flux. Ça, c'est un exemple concret. En fait, l'avantage chez la femme, c'est que comme l'utérus est relié à beaucoup d'autres organes, les paramètres de normalité du cycle de la femme, dès qu'ils vont être un peu anormaux, vont nous donner des indices sur les déséquilibres que rencontre la femme. Je pense que toute femme qui a fait une certaine période sans hormones a pu constater que son cycle parfois varie. J'ai été stressée, le cycle a été plus long, j'étais fatiguée, il était plus court, j'ai plus saigné. Des fois, on ne fait pas le lien parce qu'on est habitué à être sous pilule aussi. Mais du coup, chaque paramètre va être révélateur de déséquilibre. Et donc, en questionnant les femmes assez précisément sur comment se passe leur cycle, je vais avoir plein d'indices sur les organes qu'il faut travailler. D'accord. Donc, c'est là que c'est intéressant de savoir le temps de saignement, le temps du cycle en tout, la couleur du sang, plein de choses comme ça. Donc ça, c'est pour les femmes qui ont encore leurs règles et qui ont de l'endométriose. Donc, c'est pas forcément toutes les femmes, parce que celles qui sont traitées, elles n'ont plus de règles. Oui, du coup, je ne vais pas pouvoir m'aider là-dessus. Et pourquoi on viendrait du coup faire l'acupuncture? C'est pour la douleur aussi? Pour la douleur. Et puis... les douleurs qui persistent malgré le traitement. Complètement. Et puis, je me dis, même s'il n'y a pas de douleur, s'il y a de l'endométriose et qu'on a dû être mise sous pilule, c'est qu'il y a un déséquilibre. Donc, c'est intéressant d'aller faire l'acupuncture pour travailler ce déséquilibre, même si on n'est pas embêté en ce moment. L'acupuncture, normalement, c'est de la prévention. C'est plus efficace sur la prévention que sur le curatif. Donc, si on a de l'endométriose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Il y a sûrement du stress, il y a sûrement d'autres choses à côté, peut-être des migraines, plein de choses autour. Et puis, l'idée, c'est peut-être aussi de pouvoir se sevrer d'une contraception hormonale. Si un jour on veut faire des enfants, ou si on veut passer à un autre type de contraception, et il vaut mieux faire de l'acupuncture avant, travailler en amont, et puis enlever cette contraception plus sereinement ensuite. Pour les périodes où on désire un enfant, et ça peut aussi aider à avoir une fertilité meilleure aussi. Tout à fait, parce que cette stase de sang, si elle revient à l'arrêt de la contraception, elle va pouvoir créer des difficultés de fertilité. D'accord. Donc de travailler. Et j'imagine que si on arrive à soulager du stress, tout simplement, on parle de stress oxydatif, comme c'est mauvais pour la fertilité, donc si l'acupuncture peut faire diminuer le stress, on améliore aussi l'état général. Et on peut travailler sur le lâcher prise, on peut travailler sur pas mal de choses qui concernent quand on veut un bébé, lâcher prise, c'est très important. Le sommeil aussi. Le sommeil, c'est efficace pour le sommeil. C'est complexe les insomnies parce qu'il y a souvent plein de causes qui se mélangent, mais en allant chercher les causes peut-être un peu une à une, on va améliorer le sommeil. Bon, souvent, chez les jeunes femmes, les femmes que je rencontre, le sommeil est difficile parce qu'elles pensent beaucoup, une grosse charge mentale, beaucoup de rumination mentale, et ça, typiquement, c'est symptomatique d'une rate un peu équilibrée. Et donc, en apaisant la rate, on va apaiser cette rumination mentale, et donc on va s'endormir, et on va dormir plus profondément aussi, donc un sommeil plus réparateur. Et est-ce que, j'avais cette notion-là, je crois, s'il y a des réveils qui sont toujours aux mêmes horaires, ça peut dire d'un organe qui souffre en particulier? En fait, l'énergie fait le tour de tous les méridiens dans le corps sur 24 heures, et elle reste sur chaque méridien pendant 2 heures. D'accord. Et du coup, l'heure du réveil va être révélateur d'un déséquilibre d'un organe et de cette énergie qui bloque, qui ne passe pas d'un méridien à l'autre. Et du coup, ça va nous donner aussi des indices sur l'organe sur lequel travailler. Parce qu'il y a un organe qui souffre aussi dans l'endométriose, c'est les intestins.
Et donc, on peut aussi améliorer la digestion peut-être. Oui, on va pas toujours travailler directement sur les méridiens du gros intestin ou de l'intestin grêle, parce que ça va pas toujours être la cause. On va souvent travailler beaucoup sur la rate. Après, tous les tableaux cliniques sont assez différents. Oui. Parce que la rate fait stagner les choses, elle fait stagner la digestion et ça peut créer des inflammations, beaucoup de chaleur, on va dire en médecine chinoise. Et donc en refaisant circuler, on va éliminer la chaleur. C'est un peu grossier comme explication, mais c'est un peu l'idée. D'accord, très bien. Donc oui, est-ce que, là c'était plus technique, mais est-ce que si on vient avec un problème, il y aura un protocole particulier où il faut toujours s'adapter à l'individu? Oui, il n'y a pas de recette qui marche. Ça peut, mais si on s'en tient juste aux recettes, on va être moins exhaustif sur le travail sur le patient. Le principe même de l'acupuncture, c'est faire du cas par cas, c'est d'étudier chaque personne avec tous les paramètres qu'on a évoqués tout à l'heure. Et du coup, son vécu, son environnement, tout son rythme de vie. C'est ça. Et puis tous ces symptômes qui vont être quand même assez différents d'une femme à l'autre. Dans l'endométriose, on le voit bien, les symptômes ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, si je fais toujours les mêmes points pour tout le monde, je vais peut-être gagner un peu, beaucoup chez certaines, un tout petit peu chez d'autres, et je ne vais pas avoir le même effet que si je m'adapte. D'accord, parce qu'il y a pas mal de patients qui parlent d'acupression et de faire à la maison, par exemple, mais ça veut dire que c'est quelques points qui pourraient marcher comme ça? Il y a quand même quelques points qui peuvent aider. Lorsque j'avais fait mon mémoire de fin d'études, c'était sur l'acupuncture, et donc on avait essayé d'évaluer l'efficacité d'un protocole. Et là, on est obligé de faire des points recettes pour pouvoir évaluer l'efficacité. Et on a ajouté des points pour que les patientes s'auto-gèrent. Parce qu'on s'est dit, le problème, c'est la crise d'endométriose et on ne peut pas être disponible au moment de la crise. Du coup, on leur a montré quelques points à masser pendant les crises. Elles ont eu un peu de mal à en faire certains parce qu'ils étaient vers les chevilles. Et donc, pendant une crise, on n'a pas envie de se plier en quatre et d'aller masser ses chevilles. Mais par contre, il y avait un point vers la main qui était très utilisé et elles étaient assez contentes. Après, notre étude a été à petite échelle, on n'était que 2, donc on ne peut pas dire que c'était très révélateur de l'efficacité, mais on avait quand même des améliorations significatives. Donc on était assez contentes. D'accord. C'est intéressant. Donc ça, on l'a dit. Ah oui, et concrètement, là c'est le côté pratique, comment ça se passe une séance quand on arrive dans ton cabinet? Qu'est-ce qui nous arrive quand on veut faire l'acupuncture? Grave. Du coup, alors après ça dépend des praticiens. En général, une séance c'est au moins une demi-heure. Moi j'arrive pas à faire une demi-heure, au moins 3 quarts d'heure, 1 heure. Après, au fur et à mesure qu'on connaît une patiente, ça peut être un peu plus rapide. Et ça commence par un questionnaire, pareil, qui va être différent d'un praticien à l'autre. Chacun va avoir ses façons de lui poser les questions. Moi j'en pose quand même pas mal autour du cycle, mais aussi assez général, donc des questions assez différentes de celles qu'on entend chez le médecin. Et donc on va passer un peu en revue un peu tout, le sommeil, la digestion, les cycles, le stress, la fatigue, c'est assez les douleurs. Donc ça prend un certain temps. Ensuite, les poux, la langue. Donc juste en apposant les mains, mes doigts sur les poignets du patient. Rien de très inquiétant. Et en tirant la langue. Et ensuite, on s'installe pour la pose d'aiguille qui prend de 5 à 10 minutes. S'il y a un peu d'appréhension, de les poser. Ça fait mal? Ça peut, on le sent. La médecine chinoise, c'est pas une médecine douce. On sent qu'il se passe des choses. Les aiguilles sont très petites, très souples, plus petites qu'une aiguille de vaccin. Donc, c'est enfoncé très peu? C'est variable suivant les points. Ça peut être de quelques millimètres à 1 ou 2 centimètres. Quand même 2 centimètres. Et puis pour les parties charnues, ça peut être un peu plus. Pour au niveau des fesses ou ce genre de choses. Mais bon, c'est pas forcément c'est pas le protocole spécifique à l'endométriose. Et donc elles sont très fines, donc le passage de la peau est pas très douloureux, mais le point en fait, c'est l'énergie qu'on va sentir, et c'est ça qui est nouveau, et c'est ça qui peut être impressionnant. C'est que quand l'énergie notamment est bloquée, on peut sentir une décharge électrique, l'énergie qui se diffuse, qui recircule. Et non, c'est parce qu'on touche le point. Après, il y a des similitudes entre les trajets des nerfs et les trajets
des points, donc il faudrait peut-être demander à un expert plus avancé que moi. Et donc on peut sentir clairement le trajet du méridien Ça, comme il est dessiné dans les livres d'acupuncture. Donc c'est normal. Après, on prend le temps, on discute, on respire, on se détend, et puis ça redescend en intensité. Si jamais ça reste très fort, moi je suis plutôt partisane de retirer l'aiguille, même si elle avait l'air très utile. Et puis des fois, il y a aussi des décharges émotionnelles à ce moment-là. Donc ça peut arriver d'avoir les larmes qui montent aux yeux, c'est pas le classique, mais on décharge un peu la pression quand on a un vécu douloureux depuis des années. Certains points peuvent faire qu'on évacue beaucoup. D'accord. Il faut essayer. Tu as souvent ce phénomène-là. Il faut essayer d'accueillir les émotions, de laisser sortir les larmes. C'est bien ça. Si on pleure, c'est utile. C'est jamais pour rien ce que fait le corps. Donc on s'adapte. Si quelqu'un est très habitué, ça va aller assez vite et puis ça va être vite posé. Et si quelqu'un découvre, je vais prendre le temps nécessaire. Et après, on laisse les aiguilles agir, surtout entre 15 et 30 minutes en général. Donc, ça peut être difficile pour certaines de rester assez immobile. C'est pas dangereux de bouger, mais c'est pas très agréable parce que les décharges peuvent se relancer. Mais on prend le temps de bien s'installer. Et le but, c'est d'essayer de se relaxer un peu. On peut s'endormir. On peut se laisser somnoler. C'est un moment assez récupérateur en énergie. D'accord. Donc, ça vaut le coup de... Et donc, une séance peut être efficace d'emblée ou il faut répéter régulièrement? Il y a toujours des effets tout de suite. Bénéfiques Alors, presque tout de suite, parce que la séance, elle travaille pendant 48 heures, donc il y a souvent un effet rebond pendant 48 heures. On peut se sentir moins bien, on peut être très fatigué, on peut avoir des douleurs qui se réveillent. Ça c'est normal, il ne faut pas s'inquiéter. Si on sort d'une séance et qu'on a plus de douleurs, exactement. Il faut se reposer. On peut dire c'est bien, c'est que ça a marché. C'est que ça travaille. Donc peut-être anticiper, si on est déjà fatigué par toutes les douleurs d'endométriose, il faut peut-être anticiper et finir peut-être le vendredi ou le soir et pas repartir bosser tout de suite après pour avoir un peu de temps et se préserver pendant les 48-72 heures qui suivent. Et au bout de ce temps-là, on peut voir déjà des effets. Et puis après, ce sera surtout au cycle suivant pour celles qui ont des douleurs que lors du cycle. Mais on peut voir rapidement des effets sur le stress déjà. Oui, j'imagine si on décharge les émotions en plus tout de suite, ça apaise. Assez détendu en général. Alors, on a des petites questions en direct. Voilà, déjà, peut-on guérir, donc ça c'est Elodie, peut-on guérir de l'endométriose avec l'acupuncture? Déjà, on ne guérit pas de l'endométriose, j'ai envie de dire. Et puis je pense qu'on ne saura pas parce que c'est pas suffisamment étudié aussi pour le moment. C'est pas une maladie dont on guérit aujourd'hui. Par contre, on peut équilibrer. On voit bien qu'on améliore la qualité de vie. Moi, sur un petit mémoire à petite échelle, on avait diminution de la quantité de prises d'antalgiques, l'augmentation de la qualité de vie et l'augmentation de la sensation d'efficacité des antalgiques. Donc, sur une petite étude à petite échelle, il y avait déjà pas mal d'effets bénéfiques. Donc, on peut vraiment améliorer les choses, mais effectivement, guérir, je n'irai pas jusque-là. Alors, Eulalie qui nous demande, existe-t-il un annuaire pour trouver un professionnel formé près de chez soi? Bonne question. Alors ça, je crois qu'il y a certains organismes autour de l'endométriose qui répertorient les praticiens, mais que certains... Pour l'acupuncture, je ne sais pas. En tout cas, les associations de patients, peut-être. Oui, les associations comme Endoman, Endo-France ont des annuaires. Je suis pas sûre qu'il y ait des vrais annuaires aujourd'hui, puis ça bouge beaucoup. Beaucoup de sages-femmes se forment. Peut-être que les sages-femmes vont plus avoir un rôle spécifique là-dedans. Peut-être des médecins gynécologues formés à l'acupuncture, ça peut peut-être déjà mettre en voie vers quelqu'un qui est peut-être habitué à s'occuper de l'endométriose. Mais non, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est plus du bouche à oreille et puis de la recherche internet, mais il n'y a pas de référencement. C'est toujours le problème dans les maladies comme ça. Voilà, désolée Eulalie, on n'a pas de solution. Alors, une question de Margaret. Bonsoir, quel est le méridien qui potentiellement interagirait dans un contexte d'endométriose? On l'a un petit peu dit, il y en a beaucoup. Voilà. Mais du coup, on parlait du foie, du rein, du cœur, de la rate. Mais voilà, c'est vraiment
différentes d'une personne à l'autre. Et certains points qui ne sont pas du tout transformés sur ces méridiens-là vont nous permettre aussi d'améliorer les choses. Donc, Ouais. Il y a toujours des binômes dans les organes, donc le cœur va avec l'intestin grêle, donc des points d'intestin grêle vont pouvoir aider, la rate avec l'estomac, donc il n'y en a pas un. Oui. Ce serait trop facile. C'est dur, c'est difficile la médecine chinoise. Oui, c'est assez complexe. C'est complexe. Ensuite, Maïté. Est-ce que les formations d'acupuncture sont aussi ouvertes aux kinésithérapeutes périnatales? Je ne crois pas. Enfin, en tout cas, le diplôme universitaire est ouvert aux sages-femmes et aux médecins. Je sais qu'il y a d'autres formations, ça c'est sûr. Il y a d'autres diplômes. Il y a des formations plus courtes. Et ça, je ne sais pas à qui elles sont ouvertes. D'accord. Donc, je suis désolée. Voilà, Maïté. Ensuite, Charlotte. Pouvez-vous conseiller des praticiens d'acupuncture spécialisés en endométriose sur Paris? Difficilement. Déjà, déontologiquement, on ne peut pas. On ne peut pas, et moi, j'en connais pas. Moi, je suis un peu seule dans mon secteur. Non, malheureusement, j'ai pas. J'aimerais en connaître plein pour pouvoir réorienter plus facilement. Mais un acupuncteur qui ne connaît pas trop la maladie peut quand même bien sûr. En fait, la médecine chinoise, son boulot, c'est pas de traiter une maladie, c'est de rééquilibrer quelqu'un. Voilà. Donc, même si on ne s'y connaît pas en endométriose, on va comprendre les symptômes, comprendre les dérèglements qui vont avec et agir dessus. Et après, les praticiens vont aller s'orienter peut-être vers certaines choses, vont aller augmenter leurs recherches dans le domaine et leurs connaissances et leur expérience par affinité, par relationnel, etc. Mais sans s'y connaître en endométriose, on peut la traiter. Et moi, en traitant la gynécologie, des fois, je vais aller traiter des choses loin de la gynécologie parce que rééquilibrer la patiente va faire que d'autres choses loin de la gynécologie vont s'améliorer. Et heureusement, les migraines, par exemple, sont très présentes chez beaucoup de femmes. Oui. En endométriose aussi, c'est très loin de l'utérus. Mais heureusement que je travaille aussi dessus et que ce que je fais va avoir aussi des répercussions dessus. D'accord. Donc on peut s'éloigner de notre domaine de compétences plus ou moins volontairement. Oui, parce qu'en fait, comme on rééquilibre l'énergie, ça rééquilibre un peu tout. On ne traite pas un genou, on ne traite pas un cerveau, on traite un tout. Et le syndrome prémenstruel, ça me fait penser à ça. Est-ce que ça peut soulager aussi? Oui. C'est intéressant. Je travaille beaucoup dessus. Il est très lié au foie. Il est souvent associé à l'endométriose aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il est vachement lié dans l'endométriose. Et c'est quelque chose sur lequel l'acupuncture fonctionne plutôt bien, je trouve. Même s'il faut ajouter, je pense, d'autres choses autour comme la gestion du stress. En général, il y a tout un contexte autour de l'augmentation de ce syndrome prémenstruel. D'accord. Et dans ta pratique, est-ce que tu donnes des conseils aussi, je sais pas, d'alimentation? Oui, toujours. C'est toujours important aussi de soigner son alimentation. Alors après, je ne suis pas formée spécifiquement dans l'alimentation, donc je vais donner les grandes lignes que connaît la médecine chinoise. Mais surtout, je vais rappeler aux patientes que le but de l'acupuncture, c'est de relancer des cercles vertueux d'équilibre d'énergie et que mon idée, c'est pas qu'elle soit dépendante de ma pratique, c'est qu'elle s'autonomise, qu'elle comprenne comment ça fonctionne dans leur corps et pourquoi au mois de janvier, elles ont eu des grosses crises et pourquoi en août, c'était pas le cas. Et qu'elles essayent de voir ce qui leur a fait du bien et dedans, il faut remettre du mouvement, relancer l'énergie, donc du sport, des pratiques corporelles comme le yoga, le qigong, le shiatsu. Ça va être des choses qui vont rééquilibrer l'énergie et où on va apprendre soi-même à se rééquilibrer. Et puis l'alimentation va avoir un grand rôle effectivement. Et on sait en médecine chinoise que notamment les aliments crus, froids, sucrés vont augmenter tout ce contexte inflammatoire. Et du coup, je vais souvent conseiller de manger des choses cuites, chaudes, des boissons chaudes, surtout des tisanes, pour pouvoir soutenir cet équilibre et à augmenter dans les périodes les plus déséquilibrées où on se sent moins bien. Et même l'été, quand il fait chaud, il faut manger des
Ah oui, d'accord. Donc, boire des tisanes toute l'année. Oui. Et on parle du shiatsu, mais est-ce qu'on peut dire un petit mot dessus? Parce que est-ce que c'est exactement la même chose, mais à version acupression? Ou c'est quand même différent le shiatsu? Alors, je vais peur de dire des bêtises parce que je ne maîtrise pas la pratique. Parce que pour moi, c'était pareil. Enfin, c'était pareil, sauf sans les aiguilles. C'est de la médecine chinoise, de la même manière. Et si je ne me trompe pas, on va travailler avec des massages, de l'acupression, et avec des mouvements qui vont relancer les méridiens. Si je ne me trompe pas. D'accord. Le Qigong, c'est clairement ça. Oui. Le Shiatsu, je crois qu'il y a un petit peu de manipulation, je crois, mais c'est surtout les massages, du coup. C'est surtout de la digipression. Ouais, c'est ça. Donc c'est pareil, on va choisir des points. C'est pareil, des points sur les méridiens. Et au lieu de piquer, on masse. D'accord. Ce que je fais des fois, si les patientes ont peur des aiguilles, ou si ça fait trop pour elles, même si on ne peut pas masser autant de points à la fois, donc on va avoir un travail plus progressif. D'accord. Oui, non, c'était pour faire la distinction entre les deux. C'est parce que c'est souvent une remarque qu'on me fait. Moi, je fais l'acupuncture, j'aime pas les aiguilles. Oui, donc à ce moment-là, on peut orienter vers le shiatsu. Oui, ça peut déjà être pas mal. On peut orienter vers l'ostéopathie qui va bien compléter aussi. Et puis, je pense qu'il faut tenter. Moi, vous avez le droit de venir me voir et de me dire j'ai peur des aiguilles, ça m'arrive souvent. Et on discute et je vous montre ou je vous montre pas les aiguilles et j'explique. Et puis en général, on désamorce un peu cette peur et puis on essaye. Et puis en fait, c'était pas si horrible que ça. Oui, donc ça sont très fines. Voilà, c'est ça. Et donc la patiente accepte 1, 2, 3, 4 aiguilles et puis c'est déjà ça. Oui. Et puis la fois d'après, on n'arrive plus détendu parce qu'on se connaît et puis parce que la patiente sait ce qu'il attend. Et puis on voit séance après séance. J'ai une question un peu idiote, mais combien d'aiguilles en moyenne ça varie beaucoup? Ça varie beaucoup entre les praticiens parce qu'on n'a pas tous les mêmes façons de fonctionner. D'accord. Moi, je sais que j'essaye de limiter pour limiter les informations que j'envoie au corps, entre guillemets, et donc j'en mets entre 5 et 10. 5 et 10. 10, c'est pas mal déjà. 10, c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Alors, une autre question. Eulalie, existe-t-il des risques pendant une séance? Si oui, lesquels? Je pense pas qu'il y ait des gros risques. Le risque, c'est que l'effet rebond pendant les premières 48 heures soit intense. Donc moi, je préfère voir les femmes loin de leurs règles. Parce que si les premiers jours de règles tombent pendant l'effet rebond, on va peut-être avoir des règles plus hémorragiques, plus douloureuses. Et du coup, au lieu de remonter l'énergie, on va en perdre encore plus. Ouais. Donc, c'est pas risqué, mais on n'y gagne pas trop. D'accord. Après, lors de la séance, on peut saigner un peu. Ça arrive que des points saignent. Ça reste au niveau des piqûres. À l'endroit où on a piqué. En médecine chinoise, c'est pas un risque, c'est bénéfique. On dit qu'on évacue les toxines lors de cette évacuation de quelques gouttes de sang. D'accord. Ça reste rare et ça reste très léger. C'est une goutte et c'est tout en général. Après, ce qui peut arriver, c'est le malaise vagal. On chamboule beaucoup d'énergie. Si en plus il y avait un stress, on relâche. Et le relâchement. Donc des fois, quand on se relève, on est un peu au bord de tomber dans les pommes. Donc on prend le temps. C'est encore plus le cas chez les femmes enceintes qui vont être encore plus chamboulées par ce travail-là. Donc des fois, surtout chez les patientes qui ont une endométriose avec beaucoup de douleurs, qui sont déjà assez épuisées par la maladie, il faut peut-être prévoir de ne pas courir juste après à rentrer chez soi, de rester quelques minutes dans la salle d'attente, ou peut-être certaines se font accompagner, certaines viennent qu'avec leur mari. Comme ça, c'est lui qui conduit si elles viennent d'assez loin pour rentrer, parce qu'elles se savent pas en grande forme, mais elles savent qu'après la séance, elles ont besoin de rentrer chez elles vite fait et en sécurité. Et de se reposer. D'accord. Et quand on est sous pilule en continu, je voulais juste rajouter, ça peut arriver qu'il y ait parfois des douleurs au niveau des points pendant 48 heures. Ça reste après. Les aiguilles, elles travaillent pendant 48 heures. Alors, des fois, c'est très léger, on le sent à peine, ou juste ça démange un peu, voilà. Mais des fois, il y a des douleurs un peu plus fortes, des fourmillements, comme si un nerf était un peu coincé. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter à le retirer à l'acupuncteur pour se rassurer, parce que souvent, ça inquiète, alors que ce n'est pas très grave. Et puis, si ça dure, des fois, il faut refaire une séance, parce que on a débloqué, mais pas assez. Et il faut compléter un petit peu.
Ah oui, c'est important, d'accord. Ouais. Et oui, et pour les femmes qui ont de l'endométriose sous pilule en continu ou qui ne saignent plus, est-ce qu'une séance pourrait faire saigner, par exemple? Après une séance d'acupuncture, ça t'est déjà arrivé? Alors, d'avoir des je ne sais plus si ça m'est arrivé. Non, ça doit pas être fréquent. Sous pilule, je crois pas. Je crois que c'est arrivé chez des patientes qui saignaient pas entre les cycles, entre les règles, de saigner suite à une séance. D'accord. Donc, je pense que oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Et j'ai perdu le fil. Non, mais du coup, pour pas qu'elles s'inquiètent si elles ont des petits saignements. Notamment pendant les premières 48 heures, ne pas en être inquiète. Par contre, si ça dure, moi j'aime bien qu'on m'informe, que je vois si c'est beaucoup de saignements ou un tout petit peu, qu'on rediscute, qu'on voit comment elles se sentent. Oui, parce que tout changement, tout stress peut générer un peu de métrorragie quand on a un choc ou ça. Donc, si on a travaillé beaucoup pendant une séance, moi, je me dis ça pourrait arriver. Oui, tout à fait. Et j'ai typiquement, ça me fait penser à une patiente qui avait, dans le contexte de son endométriose, du sang qui stagnait dans les trompes, donc un hématosalpinx. Et du coup, suite aux séances, à chaque fois, elle évacue son hématosalpinx, en fait. Ah, d'accord. Donc, souvent, alors elle, de ce fait, elle saigne entre les règles malgré la pilule, je crois. D'accord. Ouais, même dans les périodes sous pilule. Elle est en projet de fertilité, donc elle arrête la pilule. Et donc, à chaque séance, elle me raconte qu'elle évacue, et puis après, elle arrête de saigner. D'accord. Alors que si on ne fait pas de séance, elle saigne du J1 au J28 de son cycle sans s'arrêter. D'accord. Donc on arrive à gagner petit à petit à ce que les hématosalpinx ne se reconstituent pas. Et petit à petit, ça s'améliore. D'accord, c'est intéressant. Ok, donc voilà la réponse, c'est terminé. Ensuite, une autre question de Kate. Peut-on ne pas être réceptif du tout à l'acupuncture? Oui, c'est vrai, on parle de réceptivité à la sophro, à l'hypnose, des choses comme ça, on peut ne pas être réceptif. Mais là, est-ce que ça marche sur tout le monde? On peut ne pas y croire, on peut être très réticent, il se passera quand même des choses. Et d'ailleurs, en général, on sort convaincu parce qu'on sent dans son corps qu'il se passe des choses. Après, tout le monde n'a pas la même sensibilité à son corps. À s'écouter. Voilà, donc certaines personnes elles sont très cérébrales, donc je vais faire une séance et elles ne vont rien sentir sur le moment, mais je suis sûre qu'à un moment donné, elles vont sentir quelque chose. D'accord. J'ai pas encore eu de personnes c'est une question d'écoute de son corps et d'être plus sensible à ce qu'on ressent pendant la séance, mais ça ne va pas avoir d'impact sur l'efficacité de la séance. D'accord. Par contre, si on est très peu réceptif et très peu à l'écoute, moi je vais avoir plus de mal à comprendre le déséquilibre, parce qu'en gros, la patiente ne va pas me donner grand-chose à comprendre, mais j'ai quand même les pouls, j'ai quand même la langue, donc même si on ne me dit pas grand-chose, on peut quand même avoir des idées. On peut travailler sur des petites choses quand même. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, on enchaîne. Les questions de Eulalie toujours. Attention, la théorie du reflux devient de plus en plus obsolète d'après... Ah oui, ça c'est une remarque, malgré le fait qu'en France, on s'en restait. C'est vrai, à l'étranger, c'est contredit. Effectivement, mais en médecine chinoise, ça reste beaucoup là-dessus. Après, alors, c'est pas évident d'aller étudier la médecine chinoise et d'aller réinterpréter les textes, etc. Parce que c'est quand même des textes anciens qu'on interprète, qui parlent du chinois et que des Français interprètent assez connus dans l'acupuncture et du coup on déduit des choses. Mais du coup, dans l'acupuncture, dans la médecine chinoise, on décrit beaucoup de choses qui doivent fonctionner dans un sens, circuler dans un sens, et parfois qui vont stagner. Et si elles stagnent énormément, qui vont finir par fonctionner à sens inverse. D'accord. Comme image, on peut penser au reflux gastro-œsophagien, où la digestion va se bloquer et pour certaines patientes va remonter à sens inverse. Et du coup, quoi qu'il arrive en médecine chinoise, on va parler de stagnation de sang au niveau de l'utérus et donc de reflux. Mais je vois bien qu'en médecine occidentale, après je maîtrise moins, il y a d'autres théories. Mais dans la médecine chinoise, on va quand même rester là-dedans. Et pour les autres symptômes que cette théorie n'explique pas, on va aller les traiter d'autres manières, en fait. Je sais que certaines patientes ont des douleurs neuro sur le long des trajets des nerfs. Et du coup, je ne vais pas m'arrêter à cette stagnation de sang
qu'elles ont aussi. Je vais aller essayer de comprendre sur quel trajet de méridien elles ont des douleurs, qu'est-ce qui a l'air bloqué. Et donc, on va débloquer cette zone-là et on va avoir des effets positifs plus ou moins grands et plus ou moins à long terme. C'est pas évident à traiter. Et donc, je vais essayer de ne pas m'arrêter à cette définition pure de l'endométriose qui reste qu'une case. Mais dans la médecine chinoise, ça pourrait être une métaphore, mais une image. Oui. Donc, vraiment un reflux. C'est aussi une image. C'est aussi une image d'énergie. Et c'est un reflux plutôt d'énergie que de sang, quelque part. Oui, voilà, c'est ça. Mais peut-être que dans l'endométriose, il y a plusieurs endométrioses. Je pense. J'en suis persuadée. Tellement plusieurs origines différentes. Plusieurs types. En médecine chinoise, en tout cas, il y a plusieurs contextes. Oui, c'est ça. J'ai l'impression aussi. Voilà, Eulalie, merci pour cette intervention. Alors, Adeline, quand mon acupuncteur pose les aiguilles sur le ventre, je ressens une sensation tension très profonde au niveau des ovaires. Je dirais, est-ce normal? Si oui, pourquoi? Alors, les aiguilles sur le ventre, on ressent des tensions. En fait, sur le ventre, il y a plein de méridiens différents. Donc, il y a plein de points intéressants au niveau de l'endométriose. Et notamment des points d'un méridien qu'on appelle le méridien conception, qui gère en gros les organes génitaux. Et du coup, donc comme on disait tout à l'heure, les méridiens, ils ont un trajet sur la peau et ils ont un trajet en profondeur. Donc ce méridien, il a un trajet sur la peau sur lequel on peut piquer des points ou masser. Et du coup, ça va résonner en profondeur, ça va refaire circuler l'énergie en profondeur sur l'utérus, sur les ovaires, mais aussi, je pense, les muscles alentours, le péritoine, ça englobe un peu tout. Donc, on peut sentir l'énergie qui recircule, qui bouge différemment, et du coup, le corps qui se détend, qui se tend. Des fois, on entend ces bruits digestifs. Il peut y avoir plein de choses de ce genre-là. Donc, on peut ressentir des tensions, effectivement, au niveau du ventre et au niveau des ovaires. Et puis, peut-être lui poser la question la prochaine fois, parce que du coup, je ne sais pas quel point il a utilisé, mais comme ça, il pourra vous répondre en direct aussi sur ce qui se passe. Mais en gros, c'est ça, c'est l'énergie qui recircule. Et comme il y a l'effet rebond aussi, oui, peut-être qu'il peut y avoir aussi des tensions. Après, au moment où on pose les aiguilles travaillent et les points peuvent se chauffer, ça peut fourmiller, on peut sentir l'électricité. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans le corps et c'est pour ça qu'on peut être réticent, on va quand même sentir tout ça et se dire il se passe quand même quelque chose. Voilà, c'est super intéressant. Alors, Elodie nous demande, est-ce que le tapis d'acupression, c'est de l'acupuncture? Est-ce que ça marche? Du coup, c'est de l'acupression. Et pas de l'acupuncture parce qu'on ne pique pas. Donc, c'est du massage et du coup, on vient stimuler des points grâce à ça. Par contre, on ne va pas choisir ces points. Non. On va faire quelque chose d'assez général, donc ça va stimuler un peu tout. Je pense que ça peut aider, comme on refait circuler de l'énergie, ça peut aider à lever certaines tensions. Si on met dans le dos, on va avoir une détente du dos après. Je pense qu'il faut pas non plus en abuser parce que un chamboulement d'énergie sans cesse, ça peut peut-être être un petit peu beaucoup. Surtout dans n'importe quel sens, puisque c'est pas... On peut l'utiliser un peu partout. Donc, après, moi, je suis assez partisane que chacun le fasse un peu au ressenti. L'excès n'est jamais bon, mais si vous sentez que de le placer dans le bas du dos, ça vous fait du bien, la logique c'est que dans le bas du dos, il y a des points qui correspondent au rein. Le rein, c'est l'énergie vitale, donc vous allez re-stimuler votre énergie grâce à ça. Donc pourquoi pas. Et après, si vous sentez par exemple qu'en le mettant sur le ventre, ça fait trop mal, que ça vous tend, il ne faut pas le faire, il ne faut pas se forcer. Et ce serait peut-être un peu logique parce que c'est des parties qu'il va peut-être falloir stimuler de manière plus douce. Et plutôt par de la chaleur. La chaleur, c'est aussi de l'énergie, ça refait circuler. On le sent, quand on prend une douche chaude, quand on a des douleurs, ça se calme. Donc, ne pas hésiter à utiliser ça, c'est aussi un peu de la médecine chinoise, quelque part, d'aller placer sur les endroits qui nous gênent. Et puis, pas hésiter à se masser. On ressent des choses dans notre corps. Si on sent un point douloureux et que le massage nous soulage, il faut y aller. C'est déjà de l'acupression. On le fait plus à l'instinct que par la connaissance de la médecine chinoise, mais ça marche aussi. Donc, et pour le tapis, moi, j'avais la notion de sécrétion d'endorphine aussi. Ah oui, c'est vrai. Antalgique.
Ouais. Donc, ça permet aussi de baisser son niveau de Exactement. douleur. J'avais Parce pensé à ça. qu'il y a les petites Oui, les petits pics qui vont aller stimuler. On va générer de l'endorphine après. Effectivement. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais peut-être pas en abuser, effectivement. Alors, ensuite, encore une autre question d'Élodie. Peut-on avoir une démo des points que l'on peut faire à la maison en cas de crise? Alors, pour la digipression, alors. Ouais. Je peux vous montrer les points que l'on proposait à nos patientes lors des crises. De toute façon, on n'en avait proposé que 2 pour simplifier les choses. D'accord. Le point qui est très facile, qui est sur la main, je ne sais pas si on verra, il est dans cette zone, entre le pouce, dans la partie charnue entre le pouce et l'index. Il est plutôt proche de l'os qui va vers l'index, le métacarpe, et il est dans cette zone. Donc, je pense que ça ne sert à rien que je vous fasse une description précise de où il est, parce que ce qu'il faut, c'est le sentir. Et donc, d'aller avec l'autre pouce masser cette zone et d'aller chercher la sensation qui crée un petit fourmillement ou une petite douleur. Si on a déjà fait de l'acupuncture, on va reconnaître cette sensation et d'aller masser. Un massage, c'est pas je caresse la peau, c'est vraiment un massage profond et d'aller voir quand est-ce qu'on sent cette sensation. Quand ça fait un peu mal, mais ça fait du bien. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu mal quand même. Mais ça dépend. En général, si on est en crise, le point fait mal. Parce que si on sent rien du tout, c'est pas le bon endroit. C'est qu'on n'y est pas. On n'y est pas. D'accord. On n'est pas très utile. D'accord. Et du coup, de faire des petits cercles, comme si on voulait aller détendre le point, ça peut déjà aider pas mal. Et l'autre, il va être un peu plus dur à vous montrer, mais il est, si on regarde l'intérieur de la jambe, on imagine là, il y a la malléole, il est à un travers de main depuis la malléole et il est vraiment contre le tibia. Pareil, il faut essayer d'aller le sentir. Pareil, pendant les crises, en général, on le sent bien. Mais le problème, c'est qu'il est si loin. Si quelqu'un peut le faire pour nous, pourquoi pas. Et du coup, nos patientes, dans l'étude qu'on avait faite, ne l'utilisaient pas beaucoup. D'accord. Après, il y a des points aussi proches du pubis, le long de l'os, pas au centre, mais un tout petit peu décalé de 2-3 cm. Pareil, c'est des points quand on a des douleurs de règles qu'on sent facilement. Donc, vous pouvez chercher à aller masser dans cette zone et voir si ce point, vous le sentez, s'il est douloureux et si le masser vous soulage. Après, pendant une crise, aller masser cette zone, je ne suis pas sûre que ce soit très agréable. Je vous conseillerais plutôt d'aller y mettre de la chaleur. Oui. Et est-ce qu'on doit être symétrique? Non. C'est bien d'alterner. Nous, on avait fait un protocole très normé de temps en temps, etc. Je pense pendant une crise, faites ce qui vous vient et ce qui vous soulage. Et si c'est plus facile d'aller masser celui à gauche, masser celui à gauche et inversement. D'accord. Il y en a peut-être un qui va être plus sensible que l'autre aussi. Donc, pas hésiter à aller sur le plus sensible aussi. Ouais. Alors, bonsoir. Une autre question de Saïd. Bonsoir. Combien de séances sont nécessaires pour avoir des effets sur le long terme? À quel intervalle espacier les séances? C'est pas simple de répondre à cette question. L'endométriose, c'est une maladie chronique. En général, quand les femmes se prennent en charge, en fait, pas se prennent en charge, mais trouvent une prise en charge adaptée comme l'acupuncture, ça fait souvent des années qu'elles ont des douleurs, souvent depuis l'adolescence. Donc en médecine chinoise, plus un trouble est installé depuis longtemps, plus il est long à améliorer. C'est logique. Donc ça va être assez variable. Parfois, j'ai la bonne surprise d'avoir des effets presque spectaculaires après quelques séances, mais les déséquilibres ont tendance à revenir. Donc souvent, au bout de 2-3 semaines, les douleurs reviennent. Et du coup, la séance arrive à pic quand on l'a prévu au bout de 3 semaines, 1 mois. Donc souvent, j'aime bien voir de manière rapprochée au début, toutes les 3 semaines, tous les mois, pour voir un peu l'évolution. Donc il y a minimum 3 semaines entre 2 séances. Moi, je préfère. Après, peut-être que je changerai d'avis dans 5 ans, mais ça me permet d'avoir le temps de voir un nouveau cycle. Et de voir les effets de la première séance sur les règles suivantes, et ça me permet d'éviter de tomber pendant les règles aussi. Donc ça m'aide. Là, tu parles des femmes qui ont les règles, mais imaginons qu'elles ne les ont pas. Celles qui ne les ont pas, ça se pose aussi, j'imagine. Au moins, j'ai pas de risque de tomber à ce moment-là, donc ça m'aide. Et en gros, moi, mais c'est ma pratique, et peut-être que d'autres, sûrement que d'autres font différemment,
J'aime bien voir au bout de 3 semaines, un mois, et réévaluer à ce moment-là, suivant combien de temps la séance les a soulagés, ce qui reste à faire. Et du coup, si on a un peu de mal à avoir une efficacité, on va rapprocher. Si on a des bons effets, on va progressivement espacer. Et j'aime bien que ce soit la patiente qui décide suivant comment elle se sent. Oui. Et puis souvent, vous faites d'autres choses à côté, l'ostéopathie, la nutrition. Donc, vous ne pouvez pas toujours tout faire en même temps. Donc, j'aime bien que vous puissiez normer aussi pour que ce ne soit pas trop lourd à faire. D'accord. Et après, combien de séances, pareil, c'est très progressif. J'ai pas de réponse, malheureusement. J'aimerais bien, mais j'en ai pas. Ça dépend, c'est du cas par cas. Ouais, c'est vrai. Oui, et puis on n'a pas beaucoup de recul. Ensuite, une question d'Ariane. Pourriez-vous nous montrer le point d'acupression sur la cheville SVP? Je pense qu'on l'a montré. Ça devait être la question qui date un petit peu peut-être. Par contre, le pubis, il y a des personnes qui voudraient qu'on le refasse. Enfin, que tu montres. Du coup, si on imagine donc l'os du pubis, il faut aller le sentir. On imagine le centre, donc là on voit bien avec la fermeture éclair. C'est à peu près 3 travers de doigts sur le côté. Donc vous suivez la ligne de l'os et puis vous palpez et puis vous allez voir qu'il y a un endroit sensible. Donc vous pouvez aller masser cette zone. C'est un grand point des douleurs de règles. D'accord. Et alors, une autre question, les aiguilles laissent-elles des cicatrices? Non, pas du tout. C'est minuscule. Dans les 2 jours, on peut voir une rougeur, on peut voir un bleu. C'est un bleu. Une mini, je veux dire, croûte, même pas. Quand il y a un saignement, on essuie, on ne voit plus. Et non, pas de cicatrices. En tout cas, pas avec les aiguilles. Il y a d'autres techniques de médecine chinoise qui laissent des cicatrices, mais qu'on utilise, je ne crois pas, en France. C'est très peu. D'accord. On n'est pas trop candidat à ça, à laisser des cicatrices en France. Une question d'Ariane. Mon acupuncteur m'a posé des aiguilles. Ah, attendez, je crois que c'était la même. Oui, moi aussi. Mon acupuncteur m'a posé des aiguilles sur le ventre et l'une d'entre elles m'a laissé une douleur neuropathique qui depuis 2 mois reste là. Est-ce normal de mettre des aiguilles sur le ventre? Alors oui, c'est normal de mettre des aiguilles sur le ventre. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de méridiens qui passent dans cette zone, et notamment des méridiens intéressants au niveau des cycles féminins. Après, s'il y a une douleur neuropathique, comme je disais tout à l'heure, ça peut faire partie des effets secondaires. Moi, j'aime bien revoir les patientes. Et ça m'embête s'il se passe 2 mois sans que je le sache. Oui. Parce que, à mon avis, c'est que le méridien a dû être réactivé, mais pas complètement débloqué, et je suis sûre qu'on peut améliorer les choses. D'accord. Donc des fois, quand on a ce genre de douleur, souvent, si on nous a pas trop expliqué, vu que l'acupuncture c'est pas très connu, si on a ce genre de douleur, on peut prendre un peu peur et perdre un peu confiance en le praticien, alors que ça fait partie quand même de la médecine chinoise. Donc je pense qu'il faut continuer à faire confiance, revoir le praticien et se faire un avis sur la confiance qu'on doit lui donner peut-être à ce moment-là, et lui expliquer et voir comment il réagit et voir si on a suffisamment confiance pour refaire une séance. Mais moi, si j'avais ce cas-là parmi mes patientes, j'aimerais la revoir et lui proposer une autre séance en espérant qu'elle accepte. Oui, parce que c'est la suite en fait. Quand il y a beaucoup d'énergie qui se débloque, ça peut nécessiter plusieurs séances. Et puis s'il y a des douleurs, c'est que c'est encore bloqué, donc il y a d'autres choses à faire. D'accord. Après, pourquoi pas tenter de mettre un peu de chaleur aussi dans les suites de la séance, mais ça peut pas suffire. Voilà, Ariane. J'espère qu'on a répondu correctement. Donc, une autre question. Bonsoir, ma fille de 17 ans a des crises de douleur aiguë. Au moment de ses cycles, puis-je l'amener faire des séances d'acupuncture? Y a-t-il un âge? Ah oui, c'est par rapport à l'âge. Ah oui. Est-ce qu'on peut emmener des très jeunes filles, des enfants peut-être aussi? Alors, en général, ce qui est dit pour les enfants, c'est que pour pouvoir poser des aiguilles, il faut qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Okay. Donc, en général, nous, ce qu'on nous apprend, c'est que c'est pas avant 7 ou 8 ans, suivant la maturité de l'enfant et comment il voit ça. Après, jusqu'à l'âge adulte, on peut avoir du mal avec l'idée de passer la barrière cutanée avec des aiguilles, donc je pense qu'il faut respecter ça. Certains acupuncteurs pratiquent sur les bébés même, rarement avec des aiguilles, mais
il y a des techniques qui le font, et souvent avec des massages. Mm. Et du coup, au moment où l'enfant accepte, on peut passer aux aiguilles. D'accord. Du coup, on peut voir pour des les ados adolescents et la puberté quand il y a les règles douloureuses. Et en fait, j'aimerais qu'elles viennent consulter Oui. parce que, en général, quand on a ces règles-là, après, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas, à mon esprit, c'est pas encore de l'endométriose. Et si on laisse traîner ces douleurs, ça pourra devenir de l'endométriose. Alors, les théories sont pas toutes dans cette idée-là. En tout cas, c'est peut-être un début d'endométriose. Et quand elles sont très très jeunes, on n'a pas trop envie de les mettre sous pilule tout de suite. Bien sûr. Donc on peut surveiller si les lésions progressent, donc ça c'est important. Mais en tout cas, s'il y a des méthodes naturelles pour les soulager et leur permettre d'avoir une scolarité normale, une vie normale, c'est super. Et puis l'acupuncture va avoir plus de facilité à agir sur des douleurs qui datent d'il y a 1 an que sur des douleurs qui datent d'il y a 15 ans. Donc on va forcément gagner. Et puis on va pouvoir aussi, entre guillemets, j'allais dire éduquer, mais le mot n'est pas très joli, mais transmettre à cette jeune fille ce qui peut l'aider et qu'elle mette dès le plus jeune âge en place des choses qui l'aident à se rééquilibrer. Et ça, c'est une chance de rentrer dans l'âge adulte en ayant déjà conscience que la méditation va m'aider, le yoga, l'alimentation, etc. Et donc moi, mon rêve, entre guillemets, c'est de voir les ados. Oui. Je commence à en voir parce que les mamans me les emmènent, parce qu'elles sont touchées et se rendent compte que leur fille peut être traitée. C'est sûr, c'est certain, et c'est le but de la prise en charge, c'est plus c'est tôt, et moins il y aura de dégâts, moins il y aura de conséquences, moins il y aura d'invalidité, donc c'est très important. Moins il y aura cette problématique de fertilité. Et de fertilité aussi. Oui, ça c'est très important. Voilà, alors ensuite, est-ce qu'on a une autre question ? Est-ce que l'acupuncture peut aider dans les problèmes de sécheresse vaginale ? Oui, bien sûr. En gros, l'acupuncture peut aider sur beaucoup de choses et sur pratiquement tous les troubles gynécologiques. Il y a toujours une explication, on va chercher à la comprendre. Si on schématise, souvent la sécheresse vaginale va être liée au rein. Le rein, c'est l'eau, entre guillemets. Et donc, un vide d'énergie du rein va faire qu'on aura une lubrification plus faible. C'est pas la seule cause, mais c'est peut-être la principale. Et du coup, on va aller vérifier si c'est cette cause ou pas, ou si ça en est une autre, et on va aller rééquilibrer. L'exemple qu'on peut donner, c'est que souvent, quand on est très fatigué, on va perdre cette lubrification. Et c'est un peu comme si le corps aussi se protégeait, parce qu'avec moins de lubrification, moins de rapport, et aussi une glaire moins fertile. Et du coup, pas de risque, entre guillemets, de grossesse qui arriverait sur un corps très fatigué et qui serait dans un contexte pas favorable. C'est un peu cette idée-là qui est en médecine chinoise. Ça va redonner de l'énergie. Et sur la libido aussi. Et c'est à peu près la même explication sur la libido. C'est souvent un vide d'énergie du rein. On dit que l'énergie du rein, c'est l'énergie vitale. Alors, il y a aussi le cœur. Le cœur, c'est le feu interne. Mais bon, ça se déséquilibre en général ensemble. Et pareil, si on est épuisé, le corps n'a pas le temps de consacrer de l'énergie à la sexualité. C'est pas le plus vital. Donc, il va se concentrer sur d'autres choses. Donc, c'est bien aussi de se dire, de reconnaître que c'est pas le moment pour nous et que si notre corps ne nous crée pas de libido, c'est qu'il faut peut-être qu'on se recentre, qu'on se focalise un peu sur ce qui se passe en nous et pour après pouvoir s'ouvrir à l'autre. On ne peut pas partager quand nous-mêmes, on n'a pas d'énergie pour nous-mêmes. Et donc, en relançant cette énergie vitale, le libido revient. Le corps, il est prêt. C'est bien ça. Parfait. Intéressant. Souvent, il y a des douleurs. Tout ça. Casse la libido de toute façon. Tout ça, c'est mélange. Ensuite, une question d'Élodie. Quel est le coût d'une séance et est-ce remboursé par la sécurité sociale et mutuelle ? Alors, le coût est très variable. Ça va dépendre de qui va pratiquer l'acupuncture déjà. Et ça va dépendre d'où ça va se passer. Ça va dépendre aussi combien de temps dure la séance. Et du coup, chaque praticien va essayer de trouver, je pense, un prix juste qui lui permet de prendre en charge suffisamment de temps le patient et que lui s'en sorte au niveau financier aussi.
Je pense que pour pouvoir consacrer du temps à quelqu'un, il ne faut pas que derrière on pense au fait que la fin du mois va être difficile aussi. Oui, c'est ça. Donc c'est une balance un peu comme ça. Il y a une partie qui peut être remboursée par la sécurité sociale. Alors c'est un peu complexe aussi. Il y a des cotations qui correspondent à l'acupuncture, mais que dans des contextes très spécifiques. Ah oui, je savais pas qu'il y avait des cotations. Ouais, mais qui ne sont pas à des tarifs très élevés, donc qui ne permettent pas de prendre des patients en charge pendant 3 quarts d'heure. Oui. Parce que si je ne me trompe pas, on est de l'ordre de 17 €. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc souvent, les praticiens utilisent le fait de faire une consultation médicale, donc qui va être remboursée par la Sécu à 2/3 et par la mutuelle si on en a une pour le dernier tiers. Dans certains contextes, qui va être pris en charge à 100%, quand on a un régime à 100% de remboursement, pardon. Et puis après, certaines mutuelles vont rembourser l'acupuncture, et ça c'est très variable d'une mutuelle à l'autre. Donc les praticiens vont souvent faire des actes qu'on dit hors nomenclature, parce qu'on n'est pas dans la norme nomenclaturée par la sécurité sociale. Et ils vont mettre un tarif variable sur cet acte hors nomenclature qui est justifié par leurs compétences en plus. Et les mutuelles vont plus ou moins rembourser, comme elles vont plus ou moins rembourser par exemple un ostéopathe. Oui, c'est pareil, il y a des forfaits. Et souvent, de ce que je vois de mes patientes, c'est dans les forfaits médecine douce. Oui. Même si c'est un peu tout et rien de dire médecine douce. Et c'est assez limité quand même. Voilà. L'année, et ça va dépendre de ce qu'on paye tous les mois aussi. Oui, c'est ça. Effectivement. Une mutuelle très chère va très bien rembourser. Une mutuelle peu chère va parfois pas du tout rembourser. Et malheureusement, des fois, des mutuelles chères ne vont pas beaucoup rembourser l'acupuncture puisqu'ils ne vont pas le mettre comme étant quelque chose de clé dans les prises en charge. Oui. Donc c'est malheureusement très variable. Et justement, un médecin, on en voit des médecins acupuncteurs qui prennent plusieurs personnes en même temps, qui posent des aiguilles, ça peut le permettre, effectivement. Et est-ce qu'on peut laisser son patient je pense seul avec ses aiguilles, c'est pas grave? Non, c'est pas très grave. Moi, je l'ai vécu en tant que patiente. Il y a un temps de pause d'aiguille, donc c'est un temps qui n'est pas utilisé, et c'est un temps qui doit être un temps de repos pour le patient. Donc moi, même lorsque je reste présente, je dis au patient que c'est un temps calme et que volontairement, j'arrête de lui parler pour qu'il se repose. Parfois, je lui parle quand je vois que c'est nécessaire. Et donc, ce temps-là, qui dure quand même 20 à 30 minutes, peut être utilisé à autre chose. D'accord. Donc après, il faut avoir plusieurs organisation. Et puis, je pense qu'il faut aussi, quand c'est bien présenté, bien expliqué, le patient n'est pas inquiet et ça se passe bien. Si on nous dit rien et qu'on nous laisse tout seul, on devient un petit peu moins bien. L'angoisse peut monter. Voilà, donc je pense que ça dépend. Tout se prépare. Oui, bien sûr. Tout à fait. Une autre question, peut-on faire des réactions allergiques? Ça peut arriver. À cause des aiguilles, on peut réagir à l'aiguille. Donc, si j'utilise des aiguilles en argent et que vous êtes allergique à l'argent, je suis sûre que ça existe beaucoup, mais du coup, ça peut arriver. On utilise des aiguilles soit en argent, soit en or, soit en cuivre. Donc je pense que le cuivre peut peut-être être un peu plus allergisant, mais ça reste quand même des matières qui provoquent peu d'allergie. D'accord. Et surtout, il y a ce que j'ai découvert en pratiquant, il y a du silicone autour de l'aiguille qui gaine l'aiguille pour certaines aiguilles. D'accord. Donc certaines aiguilles avec ce silicone peuvent créer des réactions allergiques ou des réactions de douleur après la pause. Donc après, moi, par exemple, je n'utilise plus ces aiguilles pour ne pas être embêtée et pour que surtout les patients ne soient pas embêtés. D'accord. Oui. Mais ça reste, ça reste rare. Alors, une autre question. Avec mon conjoint, nous nous lançons dans un projet bébé. Avant un parcours PMA, nous allons essayer naturellement. L'acupuncture peut-elle aider au moment de l'ovulation? Peut-elle être la source de stimulation? Oui, pour potentialiser la fertilité naturelle, en fait. L'acupuncture peut aider à chaque étape du cycle. Il faut y aller à un moment précis du cycle. Je pense pas. Non. Du coup, l'idée de l'acupuncture, c'est d'être dans le meilleur état d'équilibre possible. Si on est dans un très bon état d'équilibre, on n'a pas besoin de l'acupuncture.
l'acupuncture. Personne ne l'est ou presque, dans notre société en tout cas. Oui. Donc l'idée, je pense que c'est plutôt d'essayer de s'équilibrer. En amont. En amont ou pendant, hein, c'est pas grave. Mais du coup, moi je vais pas avoir trop cette idée de on vient que pour l'ovulation, parce que si on vient pour l'ovulation, bah, certes on va l'aider, mais si on est dans un état d'équilibre vraiment précaire, bah, on va essayer de l'équilibrer aussi à ce moment-là, mais on va agir que sur une séance et bah, ça va pas forcément suffire. Oui. Donc c'est pas trop comme ça, je pense qu'il faut envisager penser. C'est plus, on va faire quelques séances et on va lever les blocages, on va remonter l'énergie et tout ça va faire que l'ovulation va mieux se passer, que l'endomètre va être plus accueillant, que le cycle va faire une longueur plus normale. Et c'est plus ça qui va aider. Après, dans les parcours PMA, et quand on sait qu'il y a des problèmes spécifiques, bah, on peut peut-être un peu plus choisir quand est-ce qu'on va travailler, mais après avoir fait un travail général en amont. Et après, plus spécifiquement, on va aller venir avant une ponction, avant un transfert, après un transfert, pour aller rajouter quelque chose en plus. Toi, tu accompagnes des femmes qui sont en PMA, justement, aussi, avec les séances. Exactement. Soit en projet bébé, soit en projet bébé qui traîne un petit peu. D'accord. Et puis après en PMA. Parce que du coup, moi je pense à mes patientes donc, qui sont bloquées en absence de règles, en améliorée, qui ont des endométrioses assez sévères et qu'on n'a pas tellement envie qu'elles aient des règles très longtemps. Donc ça serait bien d'aller préparer en amont, avant l'arrêt de la pilule, pour essayer d'écourter la période où elles vont avoir leurs règles et optimiser les règles se passent le mieux possible, et parce en plus qu'on aura de ça, travaillé. Voilà. Puis en plus, on a joué sur le stress, sur la pression qu'elles vont se mettre avec tout ce protocole inquiétant parfois et ce timing des fois qu'on se met dans la tête. Voilà. Donc oui, pour le lâcher prise, pour rééquilibrer, c'est une bonne préparation en amont en fait. Je pense, faut y penser dans les consultations préconception, de conseiller l'acupuncture, ça peut être intéressant. Et je pense que si on sent que quand on va se lancer dans un projet bébé, il y a une pression qui nous tombe un peu sur les épaules, qu'il y a des angoisses qui ressortent, qu'on n'est pas sereine, bah, ça peut être une raison d'aller faire de l'acupuncture pour se détacher un peu de tout ça. Et j'aime bien aussi, lors d'un projet bébé, qui est de la PMA ou non, d'essayer de venir aux séances, pas que dans l'idée d'avoir un bébé, mais dans l'idée d'aller bien. Et si on va bien, il y aura ce bébé. Alors après, c'est un peu facile à dire, et il peut y avoir des grosses pathologies derrière aussi qui entravent ça, mais il faut déjà commencer par aller bien, et c'est le but de l'acupuncture. C'est super intéressant. Alors, ensuite, une question. Bonsoir, désolée, une question très personnelle et précise pour mon cas particulier. Est-ce que l'acupuncture peut être efficace sur les vulvodynies, névralgies pudendales? Merci beaucoup. Donc des douleurs au niveau de la vulve et le long du nerf pudendal, qui est un nerf qui innerve toute la région pelvienne. Du siège. Je pense que oui. Je ne l'ai pas traité spécifiquement, mais quand il y a ce genre de douleurs, des dyspareunies, des douleurs en rapport ou des douleurs névralgiques de ce genre, j'aime bien voir les patientes et j'aime bien les voir pas seules. J'aime bien qu'elles voient aussi un ostéopathe spécialisé dans toute la sphère pelvienne, parce que souvent il y a des blocages musculaires, des pincements, des choses où j'ai l'impression que l'acupuncture va avoir plus de mal à lever ces gros blocages. Peut-être que c'est faux, peut-être que j'y arriverai toute seule, mais j'aime bien qu'il y ait un travail commun. Les tissus. Et du coup, souvent, je trouve que le travail associé en alternance acupuncture-ostéopathie apporte des satisfactions assez grandes. Et puis, on en parlait off, des techniques comme la T-card-thérapie, a priori, aident aussi. Je ne connais pas assez bien cette technique pour la décrire et en dire les efficacités, etc. Mais a priori, ça peut aussi être une idée. Oui. Voilà, j'espère qu'on a répondu correctement. Ensuite,
Dernière question. Dans le cadre de la fertilité, l'acupuncture se pratique sur la femme, l'homme ou les deux? Oui, est-ce qu'on n'a pas parlé des hommes, mais la fertilité, ils sont responsables à 50%. Oui. Après, juste une petite... si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Voilà. Je vous invite à poser vos questions ou des témoignages de patients qui ont... Si vous avez déjà essayé l'acupuncture, si vous avez des témoignages, on pourra les lire aussi. Voilà. Donc, on répond à Elodie. Oui, pour moi, il faut traiter les deux. Ma difficulté, c'est que je suis sage-femme, donc je ne peux pratiquer que sur les femmes. Ça peut se justifier dans le contexte de la fertilité de pratiquer chez les hommes. Nos règles de sage-femme je ne les maîtrise pas complètement. Donc moi, pour le moment, je pratique que sur les femmes. D'accord. Mais je pense qu'il faudrait que les hommes soient suivis aussi. Oui. Du coup, ce que je dis à mes patients, c'est qu'ils aillent voir un ou une médecin acupuncteur qui, eux, peuvent suivre tout le monde. D'accord, ouais. Mais je crois que dans certains contextes, on peut justifier de voir les hommes. Donc après, c'est quelque chose qu'il faudrait que moi j'explore. Mais étant déjà très occupée par les femmes, je me suis arrêtée là pour le moment. Je comprends. Je comprends tout à fait. Voilà. On a terminé les questions. Où est-ce qu'il en reste? Oui, on a déjà fait le tour. Je vais regarder s'il y a des petites questions qui restent ici. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Hein. Tant mieux. Ouais. C'est très intéressant. Merci beaucoup pour vos réponses. Voilà, des petits témoignages. Message de Caroline. Alors, je vais dire une dernière question. L'acupuncture, cela m'a aidé à accepter aussi ma maladie. Je me suis sentie en plein déséquilibre à l'annonce de mon endométriose et impact sur ma fertilité. Je recommande. Et je veux bien développer là-dessus parce que, comme on disait tout à l'heure, et là on en a un peu parlé par rapport à l'anxiété, mais l'acupuncture, elle travaille autant sur le physique que sur le psychique. Et du coup, elle peut aider sur beaucoup de blocages psychiques, de détresse des fois psychique. Elle peut aider à faire un deuil, donc par exemple faire le deuil d'une situation, d'être soi-même en bonne santé. Par exemple, c'est ce à quoi ça me fait penser. Elle peut aider à digérer les choses, physiquement et psychiquement. Donc, effectivement, sur l'accompagnement, l'acupuncture est importante. Et c'est pour ça aussi que j'y pense, que j'aime beaucoup voir des patientes en PMA, pour avoir un accompagnement aussi psychique, un soutien psychologique, et permettre de diminuer la colère, de diminuer la tristesse, de diminuer la peur, de se sentir plus sereine autour de tout ça et d'accepter les événements de la vie et peut-être de prendre du recul sur ce que notre corps nous dit. Quand on a des très grosses douleurs, c'est que le corps nous envoie un warning quand même très très fort. Donc, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il faut que je ralentisse? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis heureuse dans mon travail, dans ma vie? Peut-être qu'il faut que je recentre des choses. Ça, on voit bien dans l'endométriose. Moi, je le vois aussi. Je dis souvent que c'est un peu le baromètre de son état de santé. On peut être tout à fait stabilisé et à un moment donné, ça rebascule dans des crises de douleur, même si on a supprimé les règles, même si tout est bien équilibré. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que j'ai trop travaillé? Est-ce que j'ai un bon sommeil? Est-ce que j'ai une bonne alimentation? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me contrarie? Il y a beaucoup de surmenage, souvent, le burn-out et le Covid. Et le corps se réveille pour dire un peu attention. Il vous arrête un peu, en fait. La douleur, elle nous cloue au lit. C'est un peu le corps qui nous stoppe parce qu'il a besoin de se reposer, il a besoin d'un peu de répit aussi. Et l'annonce aussi de la maladie est souvent une période où les douleurs sont plus importantes. Ça, on le remarque souvent. Il y a quand même cet effet on se prend un petit coup sur la tête et il faut le digérer comme tu dis. C'est ça. Donc ça peut prendre des mois parfois à accepter, de vivre avec. Et on voit que c'est des périodes compliquées où les symptômes sont beaucoup plus importants, alors qu'a priori on est en train de mettre en place des traitements et d'avoir mis un mot sur la maladie, donc c'est plutôt positif.
Mais il n'empêche qu'il y a cet effet d'annonce qui est présent et donc ça, souvent, c'est bien d'expliquer ça aussi. Ouais. Et de ne pas rajouter une culpabilité parce que notre société dit souvent que c'est dans notre tête, que si on a plus mal à un moment, c'est parce qu'on a pensé comme ci, pensé comme ça. Alors qu'en fait, on n'est pas responsable de ce qui se passe dans notre esprit déjà, et ça n'aide pas. Et de se rajouter une culpabilité en plus, c'est se rajouter une pression supplémentaire. Et ça aussi, l'acupuncture peut nous aider à moins culpabiliser, à moins se sentir responsable, à accepter qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, donc du lâcher prise. Oui, c'est ça. Bon, est-ce qu'on a encore des petites questions? Alors, message de Véronique. J'ai eu du mal à mettre en place une alimentation anti-inflammatoire car quelques addictions au sucre notamment et des aliments déconseillés. L'acupuncture m'a aidé à calmer ces addictions et reprendre contrôle sur l'alimentation. C'est top. Oui, effectivement. L'addiction au sucre est souvent liée à la rate. Donc on disait tout à l'heure, la rate en médecine chinoise, elle est soutenue par les aliments chauds, cuits, peu sucrés. Et elle va être plus déséquilibrée par les aliments crus, froids et sucrés. Et les produits laitiers, qui sont froids, humides en médecine chinoise. Et le problème de cette rate, c'est que quand elle va pas bien, elle nous donne envie de manger tout ça. Donc souvent, l'addiction au sucre, c'est ça. D'ailleurs, des fois, on le sent dans le syndrome prémenstruel, on va avoir envie d'un fast-food avec du gras, du sucre, du froid, le soda, etc. Et ça va encore plus vous déséquilibrer et on va se sentir encore moins bien derrière. D'accord. Donc, de faire de l'acupuncture en parallèle peut aider à rééquilibrer tout ça et à faire que cette envie de sucre baisse progressivement, et comme elle baisse, on en consomme moins, et donc on a moins envie. Et au moment des crises, on arrive à résister progressivement, on arrive à changer les habitudes, et les crises aussi se calment un peu. C'est fou, c'est incroyable ce qu'on peut faire. On peut faire plein de choses, c'est assez satisfaisant. Ça nous donne une explication en plus de ce qui se passe dans notre corps, c'est intéressant. Voilà, on a répondu à la question. Je pense que quand on comprend ce qui se passe, on arrive mieux à mettre en place les conseils. Et quand on voit qu'on les met en place, ça a les conséquences qu'on nous avait annoncées, donc on se motive et petit à petit, on met en place les habitudes petit à petit. Et pareil, le but c'est de ne pas se mettre la pression, parce que si on se met la pression, on va craquer. C'est du stress et ce sera pire. Donc on essaye, petit à petit, on change une chose, une autre, les plus faciles, et puis petit à petit, on change l'habitude, et puis 1 an après, on se rend compte qu'on ne mange plus du tout pareil et que ça va bien. Et qu'on se sent bien. Exactement. Une autre question, peut-on soulager les migraines que l'on peut avoir dans le cas du syndrome prémenstruel? On l'a déjà dit au début du webinaire, c'est vrai que les migraines, c'est aussi qui dépend du cycle parfois. Et de toute façon, qu'elles dépendent ou qu'elles ne dépendent pas du cycle, on va pareil faire un petit tour des symptômes, parce qu'il y a plein de migraines ou céphalées différentes. Donc, on va essayer de comprendre où est la douleur, quand est-ce qu'elle arrive, à quelle fréquence, est-ce qu'elle pulse, est-ce que ça resserre, plein de choses comme ça. Et nous, ça va nous mettre sur la piste de quel déséquilibre il faut améliorer pour enlever ces migraines, et ça marche bien. Et d'ailleurs, si vous venez en séance avec une migraine, vous repartez sans, à peu près. Alors, il y a toujours cette histoire d'effet rebond, et donc on peut venir à une séance sans migraine et avoir une migraine pendant 2 jours derrière. Ça arrive aussi, mais derrière, on aura un soulagement. D'accord. Donc, ça marche bien l'acupuncture sur la migraine. Très intéressant. Moi, j'ai envie de tester l'acupuncture. Avec plaisir. Vraiment. J'espère qu'on vous a appris plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses en tout cas. On va pouvoir clôturer cette séance. Merci Anne-Gaëlle, vraiment c'était passionnant. Je suis ravie. Merci d'avoir fait venir. C'était très bien de discuter avec toi. Je sais qu'on travaille un petit peu indirectement ensemble, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais autant échangé. Exactement. C'est très intéressant. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée et surtout de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Joyeux Noël, on vous prépare une petite surprise pour la semaine prochaine. On va préparer un repas de Noël anti-inflammatoire avec Vanessa Gouillot. Donc restez connectés sur Easy en Très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.